Oh, mais vous êtes là! Comment ça va? Ça fait plaisir! Bon, certains le savent déjà, hein, mais j'ai un compte Twitter sur lequel je suis pas mal actif. Et ces derniers temps, j'ai vu pas mal émerger dans ma timeline Twitter des 30 Days Challenge. Je dis 30 parce que mon 30 est un peu approximatif. Donc les 30 Days Challenge, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est très simple. Ça s'étale sur 30 jours et il y a 30 propositions qui touchent un domaine culturel qui peut être les séries, la musique, le cinéma, enfin voilà. Et à chaque jour, on doit répondre à une question, un énoncé, par exemple votre album préféré, etc. ou des choses un petit peu comme ça. Et ces derniers temps, j'en ai eu un petit peu marre de voir dans ma timeline donc des 30 Days Challenge sur les séries télé, la littérature et la musique. Ce sont trois domaines dans lesquels je suis nul, hein. Je ne regarde pas beaucoup de séries télé, je n'écoute pas beaucoup de musique et je ne lis pas beaucoup, hélas. Alors vous allez me dire, oui, mais des 30 Days Movie Challenge, ça doit bien exister et vous avez parfaitement raison. Le problème, c'est que alors que les Music Challenge et les TV Show Challenge que je voyais défiler étaient très intéressants avec des propositions très intéressantes, genre l'album qui te rappelle l'été, l'album qui te rappelle, bon, enfin voilà, plein de propositions très sympas, le livre typique dans lequel tu vas retrouver des grains de sable, enfin voilà, des trucs, des propositions intéressantes. Et ben les 30 Days Movie Challenge que je voyais défiler, c'était ton film préféré, ton acteur préféré, le film que tu détestes, nanana, et ben c'était pas très intéressant et moi ça me frustrait. Donc j'en ai créé un, je l'ai un petit peu diffusé sur Twitter et puis j'ai répondu au cours du mois de février-mars à toutes les propositions qui étaient dedans. Et en y répondant, je me suis dit, bah tout le monde n'a pas Twitter et puis c'est assez sympa en fait comme discussion. 140 caractères, ça permet pas forcément de beaucoup s'exprimer. Donc je me suis dit que j'allais faire une version vidéo un petit peu de ce 31 Days Movie Challenge. Et puis ça change un petit peu de toutes ces émissions sur le doublage, sur les DVD, etc. Qui me plaisent beaucoup, hein, mais on a tendance du coup à oublier que sur ma chaîne, ben, j'aimais bien et j'aime toujours parler de cinéma. C'est donc du haut de ma belle fenêtre qu'on va commencer ce 31 Days Movie Challenge. Alors en première question, on a quelque chose d'assez classique quand même qu'on retrouve dans pas mal de Movie Challenge, mais c'est bien de démarrer avec une valeur sûre, on va dire. Quel est le film que tu as le plus vu et revu? Alors pour les gens de ma génération, le film que tu as le plus vu et revu, c'est généralement une VHS. Une VHS qui a tourné encore et encore et encore, un film que tu as enregistré ou alors un film que tu as acheté et qui a tourné encore dans ton enfance. Pas forcément, mais c'est quelque chose qui est assez récurrent dans les réponses que j'ai vues. Et moi à ce niveau, bah, ce film dont je connais les dialogues par cœur, les plans par cœur, etc. Eh ben ça va être soit Spider-Man 1, mais encore pas tant que ça, soit Harry Potter à l'école des sorciers. Le film étant un film important pour ma génération qui a lu les bouquins, etc. Et le premier film étant quand même à l'époque un événement, bah, on avait acheté la cassette et du coup elle a tourné en boucle et en boucle et en boucle et en boucle. Alors, je connais pas les dialogues par cœur, à l'inverse des dialogues de la classe américaine par exemple. Mais j'ai quand même vu Harry Potter plus de fois, je pense simplement comme ça remonte un petit peu. Je pourrais pas citer forcément les dialogues par cœur, mais il suffit que je le vois ou que j'en vois des extraits pour que instantanément il y ait tout qui me revienne. Et puis voilà, c'est un film, tu le ressens, tu sens que tu l'as déjà vu. C'est Leviosa et pas Leviosa, le film devant lequel tu t'es endormi. Alors sur Twitter, j'ai répondu Pirates des Caraïbes 3 parce que c'est un film devant lequel je me suis endormi au cinéma. Et au cinéma quand même, le son, l'image, l'ambiance fait que j'ai vraiment du mal à m'endormir au cinéma. Mais le truc c'est que j'ai revu Pirates des Caraïbes 3 il y a pas très longtemps et que je ne me suis pas endormi devant. Donc je peux plus tellement le citer parce que voilà, je me suis plus endormi devant quoi. Donc je dirais Cosmopolis que j'ai vu récemment et pourtant j'étais pas spécialement fatigué mais je me suis endormi comme une masse devant ce film qui est vraiment chiant, il faut le dire, hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Cosmopolis, c'est chiant. Le film que tes parents t'ont fait découvrir. J'ai eu la chance et j'en suis conscient aujourd'hui d'avoir eu des parents qui m'ont fait découvrir beaucoup de choses d'un point de vue cinéma. Ma mère m'a fait découvrir les films de Miyazaki, les films de Almodovar. Mon père, de son côté, m'a montré des chefs-d'œuvre, les films de Blier, des films comme Le Roi et l'Oiseau, etc. Mais si je devais en choisir un, c'est le film que mon père m'a présenté et qui est aujourd'hui mon film préféré, Pink Floyd The Wall. Mon père étant un grand fan de Pink Floyd, un grand fan de rock, et ben il m'a montré ce film et c'est vrai que j'en suis tombé instantanément amoureux quoi. Le film qui te rappelle l'été. C'est un film dont j'ai déjà parlé dans Fox DVD.
c'est The Wizard, Video Kid, l'enfant prodige, etc. Voilà. Qui est un film qui symbolise pour moi l'été, d'abord parce que je l'ai acheté dans une brocante d'été où il faisait très chaud, que du coup comme je l'ai acheté, je l'ai vu immédiatement et je l'ai revu parce que c'était une VHS plusieurs fois et c'était l'été. Donc c'est un film, quand je le vois, j'ai l'impression d'avoir chaud autour de moi, même s'il fait froid. C'est curieux, mais voilà. Si un jour je suis en panne d'électricité, je ferai tourner The Wizard en boucle. Et en parallèle à tout ça, c'est un film qui se déroule dans un univers désertique, road trip américain et tout ce film transpire la chaleur dans sa photo, dans sa réa. C'est un film qui transpire la chaleur et donc de ce fait, il symbolise bien pour moi l'été. Été qui est quand même une saison que j'exècre, je vous le rappelle. Du coup, dans la suite logique, le film qui te rappelle l'hiver. Alors la première fois que j'ai répondu à cette question sur Twitter, il y a plein de choses qui me sont venues en tête. Tous les films qu'on rediffuse pendant les vacances de Noël, la bande à Picsou, les Astérix, tous ces films-là qui sont diffusés en boucle, ouais, ça pourrait être des films qui me rappellent l'hiver. Mais bizarrement, le film qui me vient est beaucoup plus récent et c'est La Reine des Neiges. Voilà, je l'ai vu en hiver, il symbolise l'hiver à tous les niveaux, donc ouais, ça va être plutôt La Reine des Neiges. Le film que tu ne peux pas t'empêcher de commenter à voix haute. Ah. Alors il faut savoir, et vraiment j'insiste sur ce fait, et ça m'est parfois reproché par mes amis, que je déteste vraiment, viscéralement, commenter un film pendant qu'on le regarde. Je déteste, voilà, quand je regarde un film, je fais pas autre chose. C'est très rare du coup que je commente un film, à moins que le film soit mauvais et que ce soit d'un commun accord avec l'autre spectateur. Voilà, là je me permettrais de commenter, mais peut-être pas forcément à voix haute, vraiment en mode quand même. Voilà, même si on est deux dans le canapé. Vous en déduisez que le film que je commenterai à voix haute aurait énormément de défauts à commenter et serait donc excessivement mauvais. Et vous en concluez donc que le film qui s'adapte à cette question, c'est La Vengeance de Morsaille. Le film très amateur que tu aimes bien. Pour répondre à cette question, tout dépend de la définition que tu donnes à amateur. Si c'est un film juste que tu trouves qu'il a été tourné avec les pieds ou qui a été fait avec peu de moyens, mais dans un contexte studio, voilà, si ça te paraît amateur, tu n'auras pas du tout les mêmes réponses que moi. Moi, tu vois, par exemple, d'instinct, moi je répondrais Les Dissociés, mais pour moi, c'est pas un film amateur, c'est un film vraiment fait par des gens qui maîtrisent très bien la réalisation, avec des équipes réduites bien sûr, mais quand même des équipes, avec des acteurs qui sont des acteurs, etc. Donc voilà, à mon sens, j'aurais répondu de but en blanc et Dissocié, mais pour moi, c'est pas tout à fait un film amateur. Donc si je devais en sauver un, je dirais France 5, mais France 5 n'est pas un film en soi, donc je dirais plutôt Hard Corner le film. Hard Corner le film a plein de défauts et c'est vrai qu'il m'a plutôt déplu la première fois que je l'ai vu. Vraiment, j'en suis sorti en mode oh là là. Mais je l'ai revu plusieurs fois, notamment parce que j'ai bossé sur le DVD. Et en le revoyant, je peux pas m'empêcher de le défendre ce film. Surtout en le mettant en comparaison avec d'autres films amateurs comme Kung Fury ou Noob. Je me dis, Hard Corner essaye des trucs que les deux films que je viens de citer n'ont pas. Donc, je dirais Hard Corner le film. Le film que tu regrettes de ne pas avoir vu dans une salle de cinéma, mais qui revoilà dans notre Movie Challenge pour la deuxième fois, The Wall. Bah évidemment. Je vais pas vous jouer de la flûte, mes films préférés, je les ai quasiment tous vus ou revus au cinéma. J'ai eu cette chance, je veux dire, voilà, dans mes films préférés, il y a Titanic, il y a Loup de Wall Street, il y a Cloud Atlas, pour citer des films récents, je les ai vus au cinéma. Les films moins récents, genre La Classe américaine, etc., j'ai eu l'occasion de les voir dans des salles de cinéma et les rétrospectives m'ont permis de voir au cinéma des films que j'aime beaucoup. Et il y en a un que j'aimerais bien voir au cinéma quand même parce que ça doit être une expérience particulière, c'est The Wall. Voilà. Le film érotique qui t'a marqué. Alors je me rappelle plus du premier film érotique que j'ai vu sur M6 un soir au collège. Un pote m'a dit il y a des films érotiques sur M6 le dimanche soir. Je me rappelle plus lequel c'était. Par contre, je me rappelle très bien de Emmanuel contre Dracula. Passé sur NT1, un soir je zappais, je suis tombé dessus. Une merveille. Une merveille de jeu, une merveille de réalisation. Pépite. Le premier film devant lequel tu as vraiment eu peur. Bizarrement, le film devant lequel j'ai vraiment eu peur pour la première fois, c'est une comédie. Et c'est Mars Attacks. Mon père m'a proposé de le voir en me disant c'est une comédie très drôle de Tim Burton qui tourne en dérision un petit peu beaucoup de films catastrophes américains, etc. Les aliens sont rigolos, ils meurent à cause d'une musique, lol, etc. Poète. Enfin, mon père disait pas lol, mais voilà, c'est histoire de dire qu'il m'a vraiment vendu ça comme une comédie. Donc je me suis installé devant le film. Et puis, il y a les scènes où les Martiens tirent et que des gens qu'on a trouvés plutôt sympathiques, dont Jack Black,
se consume et se transforme en squelette et... j'ai vu ça jeune et... Et c'est des scènes que j'ai encore aujourd'hui des frissons de dégoût et d'angoisse devant. Donc non, vraiment, véritablement le premier film devant lequel j'ai eu peur, c'est Mars Attack. Le film que tu as volontairement arrêté en cours de route. Destination Finale. Pas parce que le film est mauvais, hein, j'imagine que le film est très mauvais parce que je l'ai pas revu depuis, hein, mais parce que je l'ai regardé à la télé et il y a cette scène où l'avion se crache. C'est une des premières scènes, voilà, où l'avion se crache. Et c'est une scène excessivement anxiogène, pas du tout réaliste d'un point de vue physique, ça se passerait pas comme ça. Mais c'est un film qui... Quand j'ai vu cette scène, j'étais en mode parce que je suis quelqu'un qui angoisse assez facilement. J'ai vu cette scène, j'ai été traumatisé, j'ai arrêté le film et je suis allé faire autre chose parce que ça... Et c'est une scène que j'ai toujours pas revue depuis. Je crains un peu de la revoir. Le film dont la 3D est bien. Donnez-moi un T, donnez-moi un I, donnez-moi un autre T, donnez-moi un A, donnez-moi un N. Titanic. Beaucoup sont circonspects quand je dis ça en disant, enfin, Titanic n'a pas été conçu pour la 3D. Quand tu le vois, tu te dis que si quand même. On rappelle quand même que le réalisateur de Titanic, c'est James Cameron, et que James Cameron, ça a été un pionnier de l'imagerie numérique, et que c'est celui qui a popularisé la 3D avec, peut-être vous connaissez, Avatar. C'est un mec qui a réalisé énormément de films pour la 3D, c'est un mec qui a supervisé Terminator 2 3D pour les studios Universal, et de ce que j'ai compris, j'arrive pas à retrouver les interviews qui en parlent, hein, mais de ce que j'ai compris dans certaines interviews d'époque, il parlait déjà du fait qu'il aurait aimé montrer le film en 3D, mais que l'industrie n'était pas prête à le faire. Du coup, quand il a converti le film en 3D pour les 100 ans du naufrage, eh ben, ça a été une conversion très chère, la plus chère de l'histoire du cinéma, me semble-t-il. Elle a coûté 20 millions de dollars. Je vérifierai les chiffres, j'indiquerai si c'est des conneries quelque part, mais voilà, la conversion a coûté très cher et bon Dieu qu'elle est belle. Je vais pas vous mentir, je trouve la 3D de Titanic plus belle que des films récents qui ont été tournés en 3D. Donc c'est vous dire vraiment, Titanic c'est fou. Titanic aujourd'hui, je n'arriverai plus à le voir en 2D. Évidemment, j'aurais pu citer d'autres films comme The Walk, comme Gravity, mais c'est Titanic qui me vient, c'est Titanic. Le film que tu aimerais voir en odorama. Alors pour ceux qui ne voient pas de quoi il s'agirait, l'odorama c'est simplement le fait de pouvoir sentir le film en même temps que tu le vois. Et du coup, ce serait pas très original, mais ce serait le parfum. Le film dont la musique t'inspire. Évidemment, il y a eu plusieurs films qui me sont venus en tête, Princesse Mononoke, Le Roi et l'Oiseau, mais vraiment, si je devais en retenir une, ce serait Conan. Conan, c'est fou. La BO magnifie d'excellents moments du film non, vraiment, Conan is Conan. Le film que tu montreras à tes enfants. Si bien sûr, tu veux en avoir. Le jour où j'aurai des enfants, si j'en ai, si la guerre nucléaire ne nous a pas tous tués d'ici là, clairement, il y a plein de films que je montrerai à mes enfants. Tous les Pixar, tous les Ghibli, il y a plein de films que j'aimerais montrer à mes enfants. Mais si je devais en mettre un en exergue, ce serait un film qu'ils auraient peut-être pas forcément le réflexe de voir d'eux-mêmes. Parce que les Pixar, les choses comme ça, forcément, à un moment dans ton enfance, tu vas tomber devant. Enfin, c'est très probable. Et du coup, si je devais leur mettre devant les yeux un film qu'ils auraient peut-être pas eu le réflexe de voir d'eux-mêmes, ce serait du coup Le Roi et l'Oiseau que mon père m'a lui-même fait découvrir et que j'aurais peut-être pas perçu de la même manière si je l'avais découvert plus tard. Si j'avais eu la chance de le découvrir, ce qui n'est pas forcément si évident que ça. Le film totalement lamentable mais sauvé par ses acteurs. J'aime beaucoup le réalisateur du film, Sylvain Fusé, qui a réalisé d'excellents sketchs de Guignol et de Groland. J'aime beaucoup l'un des auteurs, Jean-François Alain, qui a écrit OSS 117, qui a écrit aussi des trucs pour les Guignols, et pour Groland. Mais Philibert Capitaine Puceau, je pense que s'il n'y avait pas Régnier, Payette et surtout Alexandre Astier, on va pas se mentir, je pense que j'aurai l'occasion de revenir sur Alexandre Astier, mais s'il n'y avait pas ces trois acteurs-là, particulièrement ces trois acteurs-là, je pense que le film serait clairement beaucoup moins bien. Peut-être pas irregardable, mais beaucoup moins bien. La comédie qui ne te décroche pas un sourire. Mais vraiment rien, quoi. Même pas un petit... Non, rien. La folle histoire de l'espace. Ouais, je sais, c'est pourtant Mel Brooks qui est un champion de la comédie.
Mais La folle histoire de l'espace, vraiment me décroche pas un sourire quand je le vois. J'ai vraiment l'impression d'avoir une BD écrite par des mecs sous pseudonyme pour les éditions Bambou ou Soleil, en mode, voilà, je trouve pas le fait que la parodie de Dark Vador s'appelle Casque Noir. J'ai vraiment l'impression que c'est un enfant de maternelle qui a trouvé cette blague et ça ne me fait pas rire du tout. Et ça me rend triste. Le drame raté au point de te faire rire. Bah t'aimes, clairement t'aimes, hein. On l'a vu pour le festival du film de merde, je crois que c'est clair. Le film que tu n'as pas l'impression d'avoir vraiment compris. Pour le coup, ce serait Mulholland Drive de David Lynch. J'ai passé un très bon moment devant. Vraiment, j'étais en mode waouh, c'est cool, c'est vraiment cool. J'ai rien compris, mais c'est cool. Et encore aujourd'hui, il faudrait que je le revoie, mais j'ai l'impression de pas du tout avoir compris le film. De bien l'avoir aimé, pour des raisons qui m'échappent, c'est sans doute inconscient, mais je crois que j'ai absolument pas compris le film. La scène qui te fait pleurer à tous les coups. Vraiment à tous les coups. La fin du géant de fer. Ceux qui l'ont vu comprendront, ceux qui ne l'ont pas vu, j'espère que ça vous donnera envie de le voir. Et ceux qui l'ont vu mais qui n'ont pas pleuré, je crois que vous êtes dépourvus d'âme. Véritablement. Il y a d'autres films devant lesquels j'ai pleuré, évidemment, hein, le plus récent étant quelques minutes après minuit. Et un de mes traumatismes d'enfance, ça a été Sacha en pierre dans Pokémon. Mais vraiment, je crois que le géant de fer, quel que soit le nombre de fois où je le verrai, ça me fera toujours cet effet-là. Le film que tu aurais aimé découvrir plus jeune. Bizarrement, ce serait L'Exorciste. Parce qu'en fait, L'Exorciste, je l'ai vu assez tard, vers 20, 21 ans, peut-être un peu plus. Et il m'a rien fait. J'étais très déçu parce qu'on m'a dit c'est un des films les plus terrifiants de l'histoire du cinéma. Je l'ai vu et j'étais en mode mais j'ai pas vraiment eu peur, j'ai pas trouvé ça terrifiant et j'étais un peu blasé de la vie. Alors que voilà, Friedkin, j'ai bien aimé d'autres de ses films, hein, mais ben je sais pas, ça me... Et du coup, bah, je me dis que plus jeune, il m'aurait peut-être plus marqué. Le film qu'on t'a spoilé, Sixième Sens, comme énormément de gens, on va pas se mentir. Pas grand chose d'autre à dire. Le film qu'il faut voir défoncé, ivre, fatigué, bref, dans un état second. Alors c'est marrant parce que quand j'ai fait stop, je savais d'avance que je pourrais pas répondre à cette question parce que je ne bois pas d'alcool et je ne me drogue pas, jamais. Donc de ce fait, je savais que ça allait être très dur de répondre à cette question. Néanmoins, j'ai quand même une réponse et cette réponse, ce serait Enter the Void. Quand je l'ai vu sobre, pour ainsi dire, je me suis dit waouh, ivre ou défoncé, ça doit être une expérience incroyable. Donc même si je ne l'ai pas vu dans ces conditions-là, même si je ne le verrai probablement jamais dans ces conditions-là, eh ben je dirais Enter the Void, bizarrement. Peut-être vous me confirmerez, vous les alcoolos et les junkies, peut-être vous me confirmerez en commentaire, je ne sais pas, vous me dites. Le film que tu ne peux pas voir accompagné, le film que vraiment tu préfères regarder seul, qui est ton petit plaisir solitaire. Pendant assez longtemps, il y a eu plusieurs films qui m'ont fait cet effet-là, on va pas se mentir, hein. J'ai longtemps été un cinéphile plutôt solitaire, mais avec le temps, bah, je me suis fait des amis cinéphiles forcément, et il y a des plaisirs qu'aujourd'hui je partage plus volontiers. Mais un de ceux qui est resté pendant très longtemps, le film que je préférais voir seul, c'est, encore une fois on le retrouve, Conan. Conan, c'est un film que je conseille à beaucoup de gens en disant « voyez Conan », mais pas forcément que je regarde avec eux, parce que c'est un film... Le problème de Conan, et François Thorel a fait une longue chronique dessus à ses débuts, le gros problème de Conan, c'est que pour certains spectateurs, et pour pas mal de spectateurs, c'est un nanar. Alors que ça ne l'est clairement pas. C'est un film absolument grandiose et beau et ambitieux et poétique et lyrique et plein de choses. Enfin bref, Conan n'est clairement pas un nanar. Le premier en tout cas. Le 2 c'est autre chose, hein. J'ai juste honte qu'il soit dans le même coffret Steelbook que le premier. Mais vraiment Conan le barbare c'est un film incroyable et j'ai eu une mauvaise expérience. Bon, je ne peux pas les blâmer pendant 107 ans, mais j'ai eu une mauvaise expérience d'une fois où je l'ai regardé avec des amis et ils se marraient. Et ça me faisait beaucoup de peine parce que je trouvais pas ça marrant, je trouvais ça très premier degré. Et pendant très longtemps, j'ai refusé de le voir avec d'autres gens et un ami sur Twitter m'a dit « Tu te rappelles pas, on l'a regardé ensemble ?» Et je me suis dit « C'est vrai, c'est vrai, donc quelque part, j'aurais pas dû choisir cet exemple, mais c'est quand même lui qui me vient à l'esprit. Le film que tu attends depuis toujours. Alors celle-là, c'est marrant parce qu'au moment où j'ai répondu sur Twitter,
j'ai répondu un remake de Battle Royale parce que Battle Royale c'est un livre que j'aime totalement et le film qui en a été fait de par sa structure, de par la manière dont il a été fait, de par ses impératifs commerciaux évidemment, ne rend pas vraiment justice au livre. C'est-à-dire que dans le livre, on a le temps de s'intéresser à tous les personnages et leur mort n'en est que plus tragique. Le film, de par sa structure de film, s'attarde pas mal sur Shuya, ce qui fait que la fin est un peu courue d'avance. Enfin, je veux dire, on nous met en exergue un personnage à l'inverse du bouquin ou du manga où on nous présente vraiment des personnages qui avancent vraiment dans le jeu. Donc, c'est vrai que j'espérais une nouvelle adaptation de Battle Royale, peut-être en mini-série, même si je suis pas très série, ça rendrait peut-être plus justice au bouquin. Mais en fait, après avoir fini de faire ce challenge, je me suis rendu compte quand même que le film que j'attends depuis 8 ans maintenant, quand même, c'est Kaamelott. Quand même, Kaamelott c'est ma série préférée, c'est une série que je peux revoir en boucle, c'est une série que je trouve brillante. Alexandre Astier, c'est sans doute un des mecs en France que j'admire le plus pour tout ce qu'il peut dire et faire. Donc vraiment, ça me frustre énormément que Kaamelott le film ne soit toujours pas là, devant mes yeux. Alors en plus, les dernières nouvelles, c'était tournage fin 2016, début 2017. On est en mars, et toujours pas de nouvelles, pas de photos de tournage, rien. Donc on en vient à se demander, voilà. Et j'aimerais bien que Alexandre Astier, au lieu de parler de son doublage dans Mass Effect Andromeda, il parle plutôt de où en est Kaamelott le film, hein. Ça m'intéresse plus. Donc vraiment, le film que j'attends de toutes mes forces, c'est Kaamelott. Le film qu'on t'a offert ou montré en étant vraiment sûr que tu allais l'aimer, mais non. La quasi-totalité des films auxquels j'ai pensé quand j'ai réfléchi à cette question, c'était des films que m'a présenté Guillaume. Clairement, mon camarade Guillaume avec qui je fais le festival du film de merde, avec qui j'ai fait à chaud. Voilà, il m'a montré beaucoup de films en me disant tu vas les aimer, et c'est vrai que j'étais parfois assez déçu. Mais clairement, le film c'est Pee-wee. Pee-wee de Tim Burton, et moi-même, je me disais en le voyant, je me disais avant de le voir, je vais l'aimer. Et non, je déteste Pee-wee, viscéralement. Je n'arrive pas à rentrer dans ce délire-là, ça me déplaît au plus haut point. Désolé Guillaume. Le film fabriqué, donc acteurs, réalisateurs, etc., par des gens que tu adores, mais au résultat pitoyable. Les Dalton. Clairement, les Dalton, je veux dire. Eric Ramsey, Michel Hazanavicius, ensemble ils ont fait le spectacle Eric et Ramsey, qui est, je trouve, très réussi et très drôle. Donc, casse-toi, toi. Du coup, les Dalton, c'est quand même une grosse merde. Hein. C'est un des pires films que j'ai pu voir, en France en tout cas. Et voilà, et quand Eric Judor en parle, on sent qu'il le regrette. Quand Hazanavicius en parle, on sent qu'il le regrette. Donc c'est très triste, mais les Dalton. Le film dont le bid commercial t'emplit d'une immense tristesse. Bon, je vais pas m'étendre dessus pendant 107 ans parce que j'ai quand même fait au moins 2 voire 3 vidéos pour en parler. Donc voilà, on va dire que c'est la tour de contrôle infernale. Et puis on va passer quand même à la question suivante. Le film que tu ne peux voir qu'en VF. C'est là qu'on voit que c'est moi qui l'ai fait quand même, ce 31 Movie Challenge. Alors évidemment, il y a plein de films que je ne peux voir qu'en VF, les Retours vers le futur, les Die Hard, etc. Comme beaucoup de gens. Même si, c'est ça aussi que je me dis, si un jour on me dit « Regarde Retour vers le futur en VO », je dirais « Oui, ça me fait chier, mais oui, d'accord, et pareil pour Die Hard ». Mais le film qui me vient immédiatement, instinctivement en tête quand on me pose cette question, peut-être parce que c'est un de mes films préférés, c'est Amadeus. Amadeus, attention, Amadeus version cinéma, hein, parce que la version longue, voilà, redoublée à l'arrache pour le DVD, c'est pas glorieux. Et d'ailleurs, si vous voulez mon avis sur la question, je vais faire apparaître une fiche peut-être, mais j'ai fait un Parlons VF à l'époque où c'était radiophonique, j'ai fait un Parlons VF sur Amadeus, donc vous pouvez aller y jeter un coup d'oreille. Le film où tu penses que même toi, tu aurais fait mieux. Ça, c'est un petit peu délicat. C'est une question très complexe, très délicate, parce qu'on peut vite passer pour quelqu'un de vaniteux. Et particulièrement quand c'est des films à petit budget, des films dont j'ai pu déjà parler, hein, en disant même moi j'aurais fait mieux, c'est quand même très prétentieux, parce que en soi, moi je suis pas réalisateur, je suis pas un expert, et je prétends pas pouvoir faire mieux. Mais je citerai quand même le film Coco de Gad Elmaleh, parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, il aurait pu quand même mettre quelques blagues. Hein. Parce que quand je vois Coco, j'ai l'impression de voir un film sans blague en fait, vraiment vide et
Et je vois pas les passages drôles. Quand je suis allé le voir au cinéma, les gens autour de moi n'ont pas vu les passages drôles non plus. Donc voilà, je prétends pas faire mieux que Gad Elmaleh sur Coco, mais quand je le vois, je me dis, moi si j'avais fait le film, ben je pense que j'aurais ajouté des blagues. Parce que ça se vend quand même comme une comédie. Donc Coco. Et enfin, ta némésis cinématographique qui incarne tout ce que tu n'aimes pas, tout ce que tu détestes dans le cinéma. Ma némésis cinématographique, pendant très longtemps, j'ai dit que c'était La Ligne Rouge, que mon camarade Guillaume m'a montré et que vraiment j'exècre. Mais ce qui incarne vraiment ce que je déteste au cinéma, ce serait plutôt Mademoiselle Chambon. Je le déteste pas autant que je déteste La Ligne Rouge, mais il incarne vraiment tout ce que je déteste dans le cinéma français. Quand on parle de cinéma français en me disant « Oui, enfin c'est quand même toujours des drames chiants avec des gens qui regardent par la fenêtre en faisant rien », je suis toujours à citer un milliard de contre-exemples en disant « Non, le cinéma français c'est pas ça ». Eh bien Mademoiselle Chambon, c'est pile poil ça. C'est Vincent Lindon qui est quand même l'acteur le plus inexpressif de tout le cinéma français. C'est Sandrine Kiberlin qui est quand même, voilà, qui a fait des très bonnes choses comme 9 mois ferme, mais qui a aussi fait des trucs un peu moins cool. Deux acteurs particulièrement amorphes dans ce film qui est donc un drame à échelle humaine sur l'amour et beaucoup de silence et beaucoup de plans larges et beaucoup de chant contre chant. Qu'est-ce que putain de merde, qu'est-ce que c'est chiant. Voilà, ça incarne vraiment tout ce que je déteste dans le cinéma français. Donc si je devais citer une némésis cinématographique plus que La Ligne Rouge, je choisirais Mademoiselle Chambon. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire pour dire qu'est-ce que vous auriez répondu. L'image est disponible dans la description, donc si vous avez un Twitter ou un Facebook, n'hésitez pas à le poster partout et à répondre vous-même à ces questions parce que c'est des questions assez sympas à répondre. Ça en dévoile un petit peu sur vous et tout, c'est rigolo. J'en profite pour dire que je serai à la Néocast les 23 et 24 avril et on va faire plein d'activités intéressantes, notamment peut-être un quiz, notamment peut-être une FAQ du doublage en live. Donc ça promet d'être assez cool, j'espère que ça vous plaira, donc n'hésitez pas à venir en masse. Je rappelle donc le 23 et 24 avril à Strasbourg. Je vous donne rendez-vous dans 1 ou 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Il est fort probable qu'on y parlera de doublage ou de DVD. À la prochaine!